Capreovum, qui est un texte qui nous a été confié par son auteur, qui a été publié en mars de cette année, 2017, dans une anthologie consacrée aux contrées du rêve de Lovecraft, avec des auteurs modernes qui reprennent le concept, le monde des contrées du rêve et qui en font des nouvelles. Donc le recueil contient 11 nouvelles, voilà, d'auteurs plus ou moins connus, c'est une anthologie, c'est publié chez les éditions Nemos, j'espère que je prononce bien. Vous avez le lien qui apparaît dans les chats, si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ce que c'est. Du coup, Capreovum, c'est le nom de la nouvelle qu'on lit aujourd'hui, et le nom de l'anthologie, c'est La clé d'argent des contrées du rêve. Voilà. Ça a été écrit par Alex Nikolavitch, que ceux qui me suivent sur Twitter ont repéré puisqu'il a retweeté l'annonce du live de ce soir. Voilà, même si on est un petit peu en retard, du coup on a un peu décalé. Est-ce que j'ai rien oublié? Je crois que c'est tout. C'est notre premier texte récent, donc on est très très content de pouvoir faire ça. Et puis voilà, on est parti. On est avec Kakachu Kyura qui s'occupe de la musique, comme très souvent en ce moment. Et Zonzon de la Muerte qui nous dépanne au dessin puisque notre artiste programmé a finalement eu un empêchement de dernière minute. Donc c'est Zonzon qui rattrape le coup pour ce soir. Merci Zonzon. Voilà. Donc on est parti dans les contrées du rêve de Lovecraft. Quand tu veux, Kakash. La caverne semblait sans fin, et l'écho de ses pas y rebondissait longuement. Mais parfois, en tendant l'oreille, il percevait un autre son, loin derrière. Cela aurait pu être un ricanement ou un gémissement, il n'aurait su le dire, tant cela se cachait dans les entrelacs des réverbérations. Comment était-il arrivé là? Cela aussi, il aurait été bien en peine de l'expliciter. Et depuis combien de temps marchait-il, ajoutant à chaque enjambée une nouvelle note à la fugue démente qui se déployait dans les profondeurs? Il décida de faire halte. Le son de ses pas continuait à rebondir d'une paroi à l'autre, démultiplié par les stalactites et les surfaces de mica scintillant dans la pénombre. À mesure que les résonances s'amenuisaient, très doucement, il devina un autre pas, mêlé au sien. À moins que ce ne fût le même, complètement déformé après lui être revenu des tréfonds. Mais l'écho pouvait-il changer le battement d'un rythme? Pouvait-il le syncoper? Engendrer cette légère claudication qui le mettait mal à l'aise? Il hésita à courir. Mais vers où? Et cela ne risquait-elle pas de précipiter la rencontre avec le boiteux, qui qu'il soit? Quoi qu'il puisse être, cette perspective le remplit d'inquiétude, d'autant que ce pas inconfortable semblait se rapprocher, semblait venir de tous les côtés à la fois. Il sentit monter au fond de son ventre une panique abjecte, puis prit enfin conscience brutalement de l'endroit où il se trouvait. Un rêve. Il ressentit comme une légère vexation. Rêveur émérite, il était rompu à tous les artifices de la plongée, et pourtant il s'était laissé prendre au piège des cavernes, de ce dédale infini se refermant encore et toujours sur lui-même, rétif à toute tentative d'orientation ou de cartographie, lui renvoyant sans fin le moindre son, le moindre souffle. La caverne avait perçu cette fulgurance. Elle réagit en conséquence. Un grondement sourd monta des profondeurs. Le rêveur ricana. Il était trop tard, bien sûr. Il ferma les yeux, prit une inspiration et marcha droit devant lui. Il avait deviné une paroi, mais il n'en tint pas compte et continua d'avancer. Les grondements, le martèlement de ses pas, les clapotis de la caverne ne lui parvenaient plus que d'une façon étouffée, par bouffées, avant de finir par complètement s'éteindre. Quand il rouvrit les yeux, le soleil achevait de se coucher. Voilà qui lui convenait beaucoup mieux. Bien sûr, il aurait pu rester dans la grotte et affronter la chose qui claudiquait, maintenant qu'il était en pleine possession de ses moyens. Mais il n'était pas venu pour l'exorciser. Cela serait peut-être pour une autre fois.
Cette ville avait, paraît-il, un nom compris par la plupart des autres rêveurs. Pour lui, elle restait le havre du crépuscule. Les dernières lueurs du jour faisaient flamboyer le ciel derrière la montagne et, tout en bas de ce qui n'était en fait qu'une bourgade côtière, l'ombre avait déjà dévoré la rade. La lumière du soir nimbait la pierre et la chaux des maisons de teintes orangées très chaudes. Mais l'endroit dégageait une impression de paix. Le rêveur aimait y déambuler, à venir s'y poser sur un banc de calcaire usé et poli depuis des lustres, mais il se sentit pris d'une sourde urgence et dédaigna les attraits du repos, s'engouffrant dans l'une des venelles menant à la rue principale, celle qui descendait en sinuant vers la rade. Non loin, dans l'une des cours intérieures, il entendait les gens manger, boire et chanter. Mais il ne voulait pas non plus aller à leur rencontre. Il l'aurait pourtant accueilli de grand cœur et invité à partager leurs agapes. Chaque pas, chaque coin de rue était l'occasion d'entendre un autre de ces joyeux repas. Mais il pressa l'allure, refusant de succomber à cette bénigne et délicieuse tentation. Les ruelles étaient désertes. Tout au plus y croisa-t-il un vieillard promenant son âne, ou un âne promenant son vieillard, il n'aurait su le dire. Il déboucha sur l'avenue. Cette rue, à peine plus large et droite que les autres, qui descendait vers le port. De proche en proche, une lanterne accrochée au-dessus des devantures éclairait sa marche d'une chiche lumière. Il s'approcha de l'une d'entre elles, une boutique qu'il ne se souvenait pas avoir jamais vue auparavant. La vitrine ne lui renvoya qu'une image floue de lui-même. Peut-être était-elle sale, peut-être aussi n'était-il qu'une personne floue. Il n'était pas aisé de maintenir sa propre cohésion dans ces profondeurs oniriques. L'on y devenait facilement plusieurs personnes, et parfois même plusieurs personnes à la fois. Il s'arracha à l'examen de cette surface brumeuse et reprit sa marche. Puis il descendait, plus la ville se faisait sombre et silencieuse. Il arriva enfin sur le môle, éclairé par quelques lanternes espacées. Hormis un pêcheur à la lampe qui s'éloignait vers l'horizon, sa lumière vacillait à chacune des vagues noires. Toutes les barques du port étaient à quai. Il prit un instant pour regarder disparaître à l'horizon la lueur mourante, puis reprit sa marche, longeant le quai. La route changeait dès lors qu'on s'éloignait du creux de la baie. Le quai disparut, la chaussée se fit sentier, jusqu'au moment où le rêveur eut contourné la pointe du cap et le vieux phare lézardé qui hoquetait de façon irrégulière un ray pâle qui s'en allait par intermittence caresser les rares nuages. Une fois hors de vue de la bourgade, c'était un autre décor qui s'offrait à ses yeux, un paysage tout différent. Il y avait eu là une rade marchande, au commerce autrefois prospère, mais dont les jours meilleurs s'étaient enfuis au loin, très loin. Les constructions de briques rougeâtres contrastaient avec le petit port de pêche aux murs chaulés qu'il venait de quitter. Quelques lanternes donnaient une lumière froide qu'elle ne parvenait pas à renforcer l'impression lugubre émanant de ces lieux déserts. Il n'avait même pas besoin de s'arrêter et d'écouter le silence pour savoir qu'il était seul. Nul n'habitait ce dédale d'entrepôts vides et de tristes débarcadères dans lequel il s'enfonçait avec le pas assuré de celui qui connaît son chemin et savait que la ville, dépendant des approvisionnements de ce port comme de sa main-d'œuvre, avait purement et simplement disparu, dévorée par l'oubli. Alors qu'il s'orientait, son attention fut attirée par le grincement d'une embarcation de bois, à l'ancre dans un étroit chenal mollement ballotté par les vagues et la brise vespérale. Il s'approcha, un sourire satisfait aux lèvres. C'était un bateau carnaval, décati, quasiment une épave laissée à l'abandon le long du quai désert. Il n'en croisait pas souvent dans ses rêves. La tradition s'était éteinte bien des générations auparavant, et une telle carcasse pourrissante
ne pouvait être qu'un fossile provenant des strates inférieures de ce que le docteur Willett, à qui il racontait par le menu toutes ses pérégrinations oniriques, appelait l'inconscient collectif. Une affiche délavée, placardée sur le flanc de la cabine, annonçait un grand spectacle burlesque pour le Curdy suivant. Mais de quel siècle? La question avait-elle même un sens sur cette jetée hors de temps? Comptait-on d'ailleurs en siècle ici? S'il l'avait jamais su, il l'avait oublié depuis longtemps. Il monta à bord par la coupée branlante. Sous ses pieds, les planches du pont rendaient un son mat, presque mou. Le bateau n'en avait plus pour longtemps, le bois s'était gâté, gorgé d'eau, finirait par se disloquer d'un coup pour envoyer par le fond le dernier des bateaux carnaval. Il convenait de ne pas s'attarder. Le rêveur traversa les quartiers d'équipage, la réserve aux costumes, et pénétra finalement dans la cabine personnelle du capitaine Loyal. Tout y était en ordre, nul ne s'aviserait de piller ces chalands à fond plat, servant notoirement en leur temps de passage vers d'autres strates du rêve. Quand bien même l'on venait s'y servir, on les respectait. Trop de récits faisaient état d'un embryon de conscience dans ces navires. S'y faire prendre en mauvaise part pouvait entraîner immédiatement l'imprudent dans des gouffres de terreur. Marmonnant des excuses, il fouilla les tiroirs, les placards, méthodiquement, évitant d'y déranger quoi que ce soit. Trop d'objets avaient des formes et des destinations énigmatiques. Il mit enfin la main sur un épais volume, relié de cuir râpé, dont le titre, Cartulaire encyclique des hautes et basses terres du rêve, correspondait à ses espoirs. Il déposa le lourd ouvrage sur le bureau et un choc sourd résonna dans toute la barge. Le livre s'était comme de juste ouvert de lui-même sur une grande carte enluminée figurant la région d'un lac sans nom d'où ne sortait aucun fleuve et dans lequel ne se jetait aucune rivière. Il étouffa un grognement de dépit. S'il y avait des lieux oniriques qu'il avait toujours su éviter, celui-là tenait une bonne part. Un son criard attira son attention. Il se figea, tendant l'oreille. Un bandoneon désaccordé jouait à proximité une très ancienne chanson de marin, et l'on devinait également les premiers halètements d'un orgue de barbarie asthmatique, reprenant péniblement vie. Le rêveur referma doucement le grimoire, le remit en place sur son étagère. Sur la pointe des pieds, il quitta la cambuse du capitaine Loyal et se glissa dans la coursive. La musique était à présent toute proche, comme s'il n'en avait été séparé que par un mur de cabine de l'épaisseur d'une affiche. N'y tenant plus, il se rua vers l'échelle coupée et sauta sur le quai plus qu'il ne descendit du bateau. Sans se retourner, il courut le long de la berge et s'engouffra entre deux entrepôts à la dérive. S'adossant au mur de briques, il reprit son souffle. Qu'avait-il réveillé en posant bruyamment le cartulaire? Il l'ignorait. Il préférait continuer à l'ignorer et ne souhaitait aucunement découvrir quel maquillage tribal cela pouvait porter. La musique tournait à présent dans les ruelles étroites du port. Le rêveur se préparait à fermer les yeux de nouveau pour partir quand un mouvement dans l'ombre attira son attention. Deux gemmes brillèrent fugitivement dans un recoin, suivies de deux autres. Leur couleur ambrée ne laissait aucun doute. Des chats l'observaient sans même s'en cacher. Bien vite, il prit conscience de leur nombre considérable. Si d'autres rêveurs entretenaient des rapports cordiaux avec ces animaux si secrets, c'était loin d'être son cas. Et il lui avait toujours semblé que les chats lui rendaient son antipathie. Cela tenait à des signes à peine perceptibles, mais ces animaux, faits de nuit, démontraient le peu d'estime dans laquelle il tenait l'homme. Le dédaignant comme maître, il s'était mis sous le patronage de puissances censément supérieures, leur conférant d'indicibles pouvoirs. Certains des chats s'approchèrent de lui, à pas feutrés.
Il craignit un instant qu'ils aient deviné l'objet de sa quête et ne tentent d'empêcher son parachèvement. Jouant le tout pour le tout, il décolla. Il avait appris, au fil du temps, à exercer sa volonté en vue de s'affranchir de la pesanteur. Le vol demandait toujours à l'esprit un effort terrible, tant il s'agissait de lui faire oublier le cadre habituel de son fonctionnement. En temps normal, les choses comme les êtres tombent et restent au sol. Mais dans ces contrées oniriques, cette règle n'avait plus rien d'absolu. En un instant, il avait échappé à la fois au chat et au dédale des ruelles, flottant à présent au-dessus des entrepôts déserts. Loin, vers les montagnes, les rayons de lune laissaient deviner qu'il n'était pas seul à avoir pris l'air. Mais s'il craignait les félins, il ne s'inquiétait guère des placides bêtes sans visage aux ailes de cuir qui hantaient parfois le ciel nocturne. Elle vaquait comme toujours à d'insondables occupations sans jamais se préoccuper de sa présence, ni de ses actions. Il se remémora la carte étudiée dans le bateau. Les lignes entrecroisées s'interposèrent à son esprit et il eut vite fait de s'orienter. Après quoi, il fila droit au septentrion, ou à ce qui en tenait lieu en ce monde de repères parfois flous. Mentalement, il se représenta l'atlas et la carte aussi précisément qu'il le pouvait. Méridiens et lignes de crête lui revinrent avec clarté. Il en prit de les convertir en paysage. Aussitôt, le paysage vu par son œil intérieur coïncida, trait pour trait, avec celui qui se déployait au-dessous de lui. Disparurent les reliefs de grès roses au bord de mer. Disparut la mer elle-même. Au pied de hautes montagnes escarpées s'étalait le lac maudit, dont les eaux noires reflétaient le dais de la nuit. Il descendit en spirale et finit par prendre pied sur la berge. Dans les ruines immémoriables et funèbres d'une cité depuis longtemps abandonnée, habitée seulement par quelques goules en maraude et des onagres sauvages. Il croisa quelques-uns de ses habitants furtifs et choisit de les ignorer. Les péristyles effondrés succédaient à des murs décrépits et à des fontaines dont seule la pluie remplissait encore parfois les vasques envahies d'herbes folles. Tout en arpentant les larges avenues rendues obscures par la nuit tombée, il s'avisa que le plan de la cité reproduisait, à sa façon, celui d'une ville où il avait passé plusieurs années de son enfance. Sur une impulsion irraisonnée, il s'engouffra dans une ruelle latérale, menant à l'endroit correspondant à l'emplacement de sa maison. Elle était là où il s'attendait à la trouver. Certes, elle était ici de marbre rongé, plutôt que de bois peint, et avait le toit en terrasse commun aux édifices de la région, et non les pans obliqués recouverts de bardeaux dont il avait le souvenir. Mais c'était bien elle. Indubitablement, il le sentait dans son ventre, quand bien même il ne le voyait pas par ses yeux. Pris d'une irrépressible envie d'y entrer, de partir explorer les recoins familiers rendus nouveaux par cette forme inédite, il tendit la main vers la porte et marqua un temps d'arrêt. Quelque part, au fond de sa mémoire lointaine, était tapi un souvenir d'une autre sorte. Une conversation avec un autre rêveur qui l'avait mis en garde. Certains lieux, avait-il dit, n'étaient pas ce qu'ils pouvaient paraître, mais des êtres malveillants. Sans même la toucher, il ressentait désormais la vibration impatiente de l'huisserie rongée par les ans. Et préféra reculer de 3 pas. Le charme s'en trouva rompu, la maison grinça de dépit, toutes ses poutres travaillant de concert pour émettre des craquements furieux. Le rêveur tourna les talons et repartit à grands pas vers l'avenue principale. Les goules, massées sur les toits adjacents, éclatèrent d'un rire caquetant et obscène. Avait-elle parié sur le piège ou sur lui? Attendait-elle de pouvoir se repaître de ses restes une fois que la maison aurait absorbé son âme? Fêtait-elle sa victoire? La défaite de la maison? Ou se contentait-elle d'applaudir à un spectacle rompant la monotonie des ruines sans âge? Il remonta vers la petite acropole,
s'accrochant à une colline battue par le vent de terre. Le dallage alentour était disjoint, dérangé par quelques colères souterraines l'ayant laissé en désordre, et sa progression fut ralentie. Un coup d'œil rapide suffit à le convaincre que les temples aux colonnes massives le décevraient, et il n'y pénétra même pas. Pourtant, il se sentait confusément la proximité de ce qu'il cherchait. Il entreprit de parcourir méthodiquement les passages et les galeries couvertes de la ville haute. Il contourna un palais de calcaire beaucoup plus prometteur, aux pierres érodées, sculptées par le vent, la pluie et le gel en des formes qui les avaient rendus à un nouvel état de nature. De loin en loin, des cartouches, semblant avoir contenu des hiéroglyphes, avaient été effacées, et l'on devinait que cela n'avait pas été le fait des éléments. Une volonté s'était acharnée à en rendre illisibles les inscriptions. Sur les côtés de l'édifice, des niches donnaient sur des cellules taillées dans des profondeurs de l'épais mur. Elles avaient été le théâtre de rituels consacrés à la fertilité, croyait-il savoir, sans que leur nature lui paraisse très claire. Ce qu'il avait pu en lire au fil des années d'études lui avait semblé obscur, et il ignorait comment prêtresses et hiérophantes initiaient ceux qui venaient partager les mystères des dieux vénérés jadis. L'une d'entre elles, seule de toute la rangée, donnait sur un mur aveugle et nu. Il s'y arrêta et commença à pianoter sur la paroi pour sonder l'épaisseur de l'obstacle qui rendit un son creux. Les deux grands chats sculptés de basalte noir qui gardaient l'ouverture murée lui semblèrent un triste présage. Mais il passa outre et entreprit de frapper de ses poings la couche de plâtre gris qui dissimulait l'entrée. Au-dessous, des planches vermoulues depuis longtemps cédèrent avec un bruit mou et il se glissa à l'intérieur. Comme souvent dans ces terres, l'obscurité n'était qu'une pénombre grise, facile à percer. D'énormes araignées, grosses comme des rats, fuyaient à son approche alors qu'il descendait un escalier aux marches de pierre usées par le temps. Il s'enfonça dans un corridor, étroit et sinueux, taillé à même le soubassement rocheux de la cité. Après un temps qui lui sembla prodigieusement long, étiré, nébuleux, il pénétra dans une crypte dont les colonnes difformes soutenaient une voûte évoquant la cage thoracique grande ouverte d'un monstre primordial. L'autel des sacrifices était flanqué de 2 cornes spiralées et effilées en leurs extrémités, couvertes de traces brunâtres, qu'il devinait être du sang, séché depuis des lustres. Il sut alors, avec un certain soulagement, qu'il avait correctement interprété le cartulaire. Il souffla sur les sculptures ornant les panneaux de l'autel, faisant voler la poussière. Les formes grotesques aux pattes de bouc qu'il découvrit alors le confortèrent dans sa conviction de toucher au but. Personne ne pratiquait plus nulle part le culte de la chèvre, car dans la cohorte des divinités étranges, elle tenait une place particulière, patronnant les instincts les plus sauvages, ouvrant des fontaines de puissance, faisant fluctuer la réalité déjà mouvante du rêve. On avait rigoureusement interdit ces bacchanales dans toutes les villes dont il avait connaissance, sous peine d'un éveil forcé. Oui, la libération des pulsions profondes était de nature à déchirer la trame de ce réel partagé par tous ses habitants et visiteurs, et cette idée était au cœur de l'expérience que voulait tenter le rêveur. Éveiller la chèvre, c'était tenter de faire tomber les barrières entre monde et strates du réel et de l'irréel, entreprise prométhéenne à laquelle il avait voué, si ce n'est sa vie, du moins ce sommeil qui en constituait le tiers le plus précieux, le plus mystérieux. Mais si la ville avait rejeté et emmuré la chèvre, c'était bien qu'elle n'y avait pas sa place. Elle était une divinité des forces vitales jaillissantes, et la confiner dans la pierre de taille, c'était déjà la mutiler. Elle se trouvait plus à son aise sur les parois escarpées, auprès des cascades, dans les prairies et les buissons, non pas dans des constructions de main d'homme, au bord d'un lac d'eau noire et stagnante.
Époussetant l'un après l'autre les panneaux de calcaire et de bois sculptés, il découvrit des processions d'adorateurs quittant la ville, traversant son arrière-pays, montant en file le flanc d'une montagne abrupte. Le but de leur pèlerinage était un pic tors à l'allure de dents brisées. Il lui semblait l'avoir aperçu dans le lointain en explorant la ville. Péniblement, il ressortit du temple souterrain, parcourant l'étroit boyau en sens inverse et dérangeant à nouveau les énormes araignées aux yeux étrangement humains. Une fois dehors, il chercha la montagne du regard. Elle semblait si lointaine, se dressant sur l'horizon, et pourtant si proche à la toucher. Il tendit la main et l'âme vers elle, et sa main rencontra le granit couvert de lichen. Se retournant, il vit la ville au bord du lac, à présent lointaine, minuscule. Ses attraits et ses pièges réduits à d'invisibles détails nimbés dans les premières lueurs de l'aube. Il auto fait de découvrir la petite chapelle de pierre sèche, bâtie à l'entrée d'une caverne peu profonde. Il y pénétra en s'inclinant avec respect. Hormis une niche laissée brute tout au fond, toutes les parois de la caverne avaient été recouvertes d'un stuc sculpté. À la manière des artisans de la cité au fait de sa puissance, entre les frises de motifs géométriques s'étendaient des reproductions des panneaux aperçus dans le temple souterrain. Des défilés païens succédaient à des illustrations et à des bacchanales grotesques. Puis, la tonalité des images changea, se para d'une sorte d'urgence. Le bas-relief sembla prendre une vie propre, ses personnages s'animaient. Fasciné, le rêveur vit se déployer sous ses yeux le drame antique des derniers adorateurs de la chèvre et des persécutions qu'ils avaient subies aux mains des incroyants et des inquiets. Chassés de la cité, ils s'étaient réfugiés, là où ils étaient les plus proches de l'objet de leur vénération, là où se déroulaient les cérémonies les plus sacrées de leur liturgie, dans ces montagnes que parfois parcouraient les dieux de la terre. Il les vit bâtir l'autel d'un culte secret, que ce secret même rendait terriblement fragile. Ceux qui étaient tués ou bannis n'en pouvaient plus transmettre le lieu, ni les clés. Et ainsi leur nombre s'était réduit, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le dernier, l'ultime, n'était pas sculpteur de profession. Il avait péniblement gravé sur un pan de stuc les derniers chapitres de l'histoire, sa solitude et sa peur. La naïveté des figures et leur pauvreté croissante en disaient bien plus long que ce qu'elles représentaient sur cet exil intérieur et cette lente agonie. C'est la sincérité de ces médiocres images qui l'entraîna dans les gouffres du temps. La petite chapelle à flanc de montagne acheva de se dissoudre autour de lui. Il se laissa porter par le mouvement, par le flux du récit. Il était à présent un spectre d'un futur pas encore advenu, observant dans l'ombre un vieillard cacochime qui, à la pointe d'un couteau émoussé, lacérait la paroi de stuc pour tenter de lui donner forme. Il s'approcha de la niche laissée brute au fond de la caverne. Il en émanait un courant d'air curieusement vicié, glacial. Il s'avisa que les cavernes infinies étaient réputées pour s'étendre jusque sous cette chaîne de montagnes. Par le jeu complexe des failles et des puisards, elles devaient probablement communiquer avec la chapelle. Cette cavité, vide quand il était arrivé de la cité, se trouvait à présent occupée par un nid de brindilles dans lequel avait été déposé un coussin de la soie la plus fine. Une soie d'araignée peut-être, finement cardée, tissée, teintée dans la plus exquise pourpre. Sur le coussin avait été installé l'objet de toutes ses recherches et de tous ses efforts. Le souffle coupé, il s'approcha, en murmurant des formules d'action de grâce dans une langue oubliée des hommes et des bêtes, mais qui avait été celle du culte secret. Ce que l'on appelait communément l'œuf de la chèvre affectait approximativement la forme et la taille d'un œuf d'autruche. Mais la texture de ce qui lui servait de coquille était étrangement souple, légèrement chaude sous les doigts, et l'on sentait parfois se mouvoir quelque chose à l'intérieur.
La juxtaposition bigarrée des couleurs indiquait sa provenance et sa nature caprine. Il avait entre les mains un objet à la puissance potentielle absolument hors du commun. Il ne lui restait qu'à le ramener et ignorait encore comment il pourrait s'y prendre. Mais cela ne lui importait guère, il avait trouvé ce qu'il était venu chercher. Que cela ne puisse pas le suivre encore dans le monde de l'état de veille était anecdotique, un détail tout au plus. Cela viendrait bien assez tôt. Ce n'était que dans le monde banal de la veille que l'œuf pourrait éclore et remplir pleinement son office. Alors, il ouvrait les yeux.